Bonjour, je m'appelle Cecilia Puna et bienvenue à cet épisode de Brave New Women. Partout dans le monde, il y a des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Ce podcast leur donne une plateforme et une voix. Il nous inspire tous à faire les choses qu'on a toujours voulu faire et il aide à changer l'image des femmes. Aujourd'hui, je suis ravie de parler à Aurélie Cross-Vikrama. Donc, Aurélie, c'est à la fois un yoga doula et un praticien en ayurvédique. Donc, elle va nous parler de comment elle a trouvé sa voie, comment elle a trouvé ces métiers-là, ce que ça lui apporte et ce que ça apporte à ses clients. Donc, bienvenue, Aurélie. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Cecilia. Donc oui, ravie de pouvoir parler de ce qui me fait vibrer au quotidien depuis de nombreuses années maintenant. Comme tu l'as très bien dit, donc je suis effectivement thérapeute en Ayurveda, ce qui a été pour moi une première révélation, une première renaissance, où il y a vraiment la vie d'avant, la vie de comment je suis née à moi-même, à mon âme qui a commencé à vibrer avec l'Ayurveda. Et donc, je pratique dans un cabinet à Paris 9e et je me suis spécialisée assez rapidement, dès le départ, en santé de la femme. Voilà, donc je fais l'Ayurveda pour la femme. Donc, j'ai une clientèle exclusivement féminine et j'accompagne donc les femmes au travers des différents cycles de leur vie. Pour les ramener dans leur conscience de leur nature cyclique et voilà, être à l'écoute de leurs besoins. Et de fil en aiguille, la vie m'a ramenée à ce à quoi j'étais, je pense, destinée. J'avais un petit peu bifurqué et comme quoi tout est juste. Peut-être parle-nous un peu de d'où tu viens, ton enfance, qu'est-ce qui t'a amené à prendre ce chemin-là? Alors, moi, je suis née dans une famille de 3 filles. Donc déjà là, il y avait un petit signe de l'univers qui a voulu que je sois née que dans une famille de femmes, puisque mon père ayant quitté la maison assez tôt, on s'est retrouvés, donc mes sœurs et ma mère, à la maison. Et même le chien était une femelle. Mais pourtant, c'était pas un cadeau pour moi à l'époque, mais avec le recul, c'en était un. Et donc oui, j'étais prise en sandwich, un peu entre deux sœurs qui s'entendaient très bien et avec qui, pour moi, c'était compliqué d'établir le contact avec ma grande sœur qui m'excluait beaucoup de son univers, bien qu'on ait très peu de différence d'âge. Et ma petite sœur, qui était un peu mon souffre-douleur, sur laquelle je me vengeais, et beaucoup de jalousie, En fait, j'arrivais pas à avoir des espaces d'écoute, de reconnaissance dans ce que je traversais, de ce que je vivais. Je pense que j'avais besoin de m'affirmer, mais c'était plutôt de la maladresse et qui fait que du coup, j'étais beaucoup dans la colère, les besoins non assouvis, non satisfaits. Donc, vous étiez très différents? Ouais. Mais mes deux sœurs ensemble avaient beaucoup de points en commun, mais moi, je n'étais pas du tout dans la même dynamique, la même façon de penser, Puis je pense aussi que j'avais besoin, en fait. Il y avait un besoin de me distinguer. Et ça, ce besoin de se distinguer, on le retrouve encore aujourd'hui dans ma vie. D'ailleurs, j'ai choisi 2 métiers atypiques. Et mes choix de métier se sont beaucoup faits parce que c'était plutôt à part et pas comme tout le monde, en fait. Et ça, pour moi, je crois que ça a toujours été un besoin de m'affirmer dans la différence. Ouais. Donc, je cultivais aussi peut-être ce besoin d'être différente et de dire le contraire, en fait. C'était ma façon de m'affirmer. Donc, forcément, ce que je recevais pas forcément très, très nourrissant pour moi, parce que finalement, j'aurais aimé être nourrie, mais bon, on en voit une mauvaise. C'était le cas dans ma famille. Une maman qui a fait au mieux de ce qu'elle a pu, mais qui travaillait beaucoup, beaucoup pour nous et qui, du coup, n'était pas forcément présente. Et puis, c'est pas une femme qui a eu l'habitude d'écouter ses propres émotions à elle. Donc, du coup, écouter les émotions, être disponible pour ses enfants.
ça l'était pas. Voilà, elle faisait au mieux, mais voilà, il y avait voilà une présence, mais voilà, il n'y avait pas forcément l'écoute. Donc je me réfugiais dans mon journal intime. Voilà, j'écrivais beaucoup, beaucoup. Je m'intéressais beaucoup aux esprits. Je me souviens que j'avais toujours ce besoin de me sentir entourée d'esprits parfois maléfiques ou des esprits de féeriques. Mais je me souviens que j'étais très tôt très attirée par des énergies très subtiles, comme si je me faisais mon petit monde, en fait. Je m'imaginais mon monde parce que le monde réel n'était pas celui dans lequel je m'épanouissais. C'était pas toujours simple aussi à l'école. Voilà, ouais, la relation à l'autre a pris du temps. Et c'est vraiment quand j'ai découvert l'Ayurveda que je me suis sentie vraiment reliée à tout ce qui sommeillait en moi, que j'avais jamais vraiment pu exploiter, expérimenter, parce que voilà, le contexte ne me le permettait pas. Moi, j'entends Donc une voilà. enfance qui était assez solitaire, en fait. Ouais, entourée, mais seule dans mon cœur, ouais. Il y avait toujours Oui, il y avait du monde autour, mais c'est pas ça. qui te nourrissait comme il te le fallait. Alors, il y avait qu'une personne qui arrivait vraiment à. Il fallait pas beaucoup de mots, il fallait pas beaucoup de. Juste sa présence m'apaisait énormément. C'était la meilleure amie de ma maman, qui encore aujourd'hui, je dis que c'est ma mère de cœur, à qui je peux vraiment me confier comme je ne peux pas me confier à ma mère. Encore aujourd'hui, hein, ma mère, je sais que voilà, l'amour est là, mais il n'y a pas forcément cette capacité à écouter l'autre, à ressentir, à vraiment s'imprégner de ce que vit l'autre. C'est très difficile pour elle. Donc, du coup, c'est vrai que j'avais ce pilier, cette femme qui était comme une marraine, comme une fée, c'est pour moi une réelle ressource, et je me reconnaissais beaucoup dans ce qu'elle était. Et il n'y avait qu'avec elle, à la limite, qu'elle pouvait m'apprivoiser, parce que j'étais vraiment comme un petit moineau blessé, presque un peu à vif, qu'il fallait pas trop approcher brusquement. Voilà, il fallait vraiment m'aborder de façon douce, et voilà. Et c'était pas forcément le cas à la maison. Donc, du coup, comme c'était que des cris, Une énorme sensibilité, en fait. Ouais. Ouais, je crois que je suis née déjà comme ça. Je suis née, comme je dis, je suis née en colère. Et j'ai fait un travail d'hypnose quantique où j'ai revécu ma naissance. Et en fait, il y avait énormément de colère par rapport aux conditions de l'accouchement. Je suis née avec des forceps, donc ça, c'est aussi assez intrusif, c'est très agressif. On s'en rend pas compte, mais voilà, c'est là où ma mission que je fais actuellement porte tout son sens. C'est de donner l'opportunité d'avoir déjà une vie in utero imprégnée de belles vibrations, et une naissance, puisque c'est le sol sur lequel on marche toute notre vie. Donc, du coup, j'ai pu revivre cette colère déjà à la naissance. Bien sûr, j'aurais pu aller encore beaucoup plus loin, hein. Ce que j'ai pas fait, j'ai fait d'autres travails, mais par rapport aux techniques peut-être de rebirth ou les techniques de vie intra-utérine pour refaire vivre un petit peu les sensations, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui pourraient être intéressantes. Mais en tout cas, voilà, j'ai mis beaucoup de baume sur la petite fille que j'étais. J'ai fait un travail sur l'enfant intérieur qui s'exprime encore, hein, de temps en temps quand on a les blessures qui se ravivent. C'est voilà, le corps de souffrance mais voilà, j'arrive à l'accueillir, à l'embrasser, et à pas être que dans le réactionnel. Et voilà. Et donc, du coup, je me souviens d'une vidéo où j'ai 3 ans et ma petite sœur avait 6 mois, et où je ne peux pas m'empêcher. Donc, c'est ma grande sœur qui portait ma petite sœur dans les bras, donc jalousie. Et donc, il fallait que je me fasse mon intéressante. Je faisais exprès de faire mal à ma petite sœur. Je faisais exprès du bruit, de perturber un petit peu la mise en scène. Voilà, toujours pour me manifester. Oui, donc c'est intéressant parce qu'on dit que souvent l'enfance, c'est une période de bonheur dans la vie. Et je pense que c'est pas du tout toujours le cas. Et parfois, c'est une période qui est très compliquée et Ouais, très tourmentée. très tourmentée. Très, Oui. très tourmentée, ouais. J'entends que pour Moi, toi, c'était le cas. ouais. Alors après, bien sûr, je vais regarder des photos,
Mais sur toutes les photos, encore aujourd'hui, hein, aujourd'hui, bien sûr, je m'entends très bien avec mes sœurs. J'ai cheminé et on a une relation assez exceptionnelle, surtout avec ma petite sœur, très bizarrement. C'était mon souffre-douleur, c'est elle qui s'en prenait plein de ma part parce que j'étais pas tendre. Et aujourd'hui, on est presque. Elle me rejoint un peu sur son cheminement personnel. Elle fait le travail que j'ai fait il y a 10 ans. Elle est en pleine reconquête d'elle-même et c'est très beau, c'est très chouette. Donc heureusement que voilà, j'ai pas cultivé ce sentiment de rejet et de différence. Je m'affirme dans mes différences, mais ça, positivement, je le fais. Et comment est-ce que tu es venue à l'Ayurvédique alors? Alors, en fait, je crois que c'était juste un timing. C'était, je pense, une concordance d'alignement de planètes à un instant T de ma vie. Parce que quelques mois auparavant, tu m'aurais dit que je me mettrais à mon compte, que je partirais en Inde pour étudier l'Ayurveda. Je t'aurais dit, mais tu parles pas de quelqu'un d'autre là? C'est de moi qu'on parle là? Et en fait, Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 28 ou 29 ans. Et tu faisais quoi dans la vie? J'étais formatrice dans les cosmétiques, donc je travaillais pour une marque de cosmétiques, je formais les esthéticiennes et à des produits de soins du visage, soins du corps, à la vente des produits en France et à l'international. Et j'étais super épanouie, hein. J'avais toujours voulu faire ce métier-là. Avant ça, donc j'ai fait un bac sciences médico-sociales parce que très très tôt, j'ai été passionnée par la naissance, par la mise au monde, la grossesse certes, mais surtout mettre au monde un enfant. Je trouvais ça miraculeux. J'accouchais tout le temps quand j'étais petite. Je faisais toujours des mises en scène d'accouchement. Et donc, je me vois sur le canapé, là, je sortais les bébés. J'étais fascinée par ça. Et arrivé donc à le collège, quand tu cherches à savoir ce que tu veux faire, moi, j'avais dit, je voudrais bien être auxiliaire puéricultrice. J'avais pas pensé à sage-femme tout de suite parce que je me sous-estimais aussi beaucoup. Je suis toujours dans la moyenne. Moi, j'avais toujours des 10, 11, mais je n'étais jamais excellente ou trop basse. Et donc, ma mère, j'avais dit, je voudrais faire le CAP auxiliaire puéricultrice. Et ma mère m'avait dit, non, 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 ma fille, bon, voilà, comme quoi elle m'a beaucoup aidée sur certains plans. C'est qu'elle m'a dit, non, non, tu vaux mieux. Je vais essayer de te pistonner pour que tu fasses un bac sciences médico-sociales. Et donc, ça a marché et je me suis mise la pression. Et en fait, j'ai vraiment excellé dans cette filière. Et je me suis dit, allez, je vais être sage-femme. Mais c'était compliqué à l'époque, hein, c'était il y a déjà 20 ans. Je me disais qu'il fallait que je passe par le concours d'infirmière pour rejoindre ensuite sage-femme. J'ai pas réussi le concours d'infirmière, j'avais 18 ans, c'était la période où voilà, je me posais des questions, est-ce que ça vaut le coup, et finalement j'ai bifurqué vers une autre voie qui était, parce que c'est ce qu'on m'avait proposé, on m'avait dit bon, les cosmétiques, l'esthétique, cosmétique, il y avait pas mal de bio aussi, de biologie, parce que j'étais très forte en biologie. Bon, je me suis dit ok, pourquoi pas, allez, je vais vers ça. Je faisais beaucoup de collections de parfums à l'époque, je me souviens, j'étais passionnée aussi par les mannequins, comme beaucoup d'ados, hein, j'avais ma chambre placardée de mensuration, enfin, d'images des mannequins. Ça, j'avais mon petit book de mannequins. Et donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je retrouverai le milieu de la maternité, un autre moment de ma vie, je ne sais pas quand, où, comment, mais je ne laisse pas complètement de tomber, je veux dire, je laisse de côté et on verra. Donc, je bifurque et donc j'ai fait une filière d'esthétique. Et ce qui m'a amenée à un moment donné à être formatrice. Donc voilà, donc j'étais à Paris et je me souviens que j'avais un groupe de Russes, c'était un mois de décembre, je crois que c'était le 13 décembre, je m'étais dit que je retiendrai toujours cette date-là, où en fait j'ai eu une prise de conscience et je me suis dit, il faudrait que je me reconvertisse à mon compte dans les massages. Je ne savais pas trop quelle technique, mais je sentais qu'il y avait une voie plus spirituelle, énergétique qui m'appelait. Et à cette époque-là, on avait dans cette société un homme qui venait pour créer c'est lui qui faisait nos protocoles de massage et il était thérapeute en shiatsu et on commençait toujours les formations par des respirations, de l'ancrage. Alors ça m'avait subjuguée et j'étais à ce moment-là, je l'aurais peut-être pas été à un autre moment, mais à ce moment-là, j'étais sensible à ce qu'il transmettait. Et donc, de fil en aiguille, ça a commencé à cheminer, en fait, cet appel de la spiritualité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé précisément le 13 décembre? Eh bien, le 13 décembre, j'ai eu cette prise de conscience
que j'allais me reconvertir, que j'allais changer de voie. Alors, ça ne se passait pas super bien aussi dans la société, mais bon, je ne pense pas que j'aurais été au point de quitter, démissionner. Mais je pense que ça a aidé, peut-être. Mais voilà, c'est que ce jour-là, il y avait eu en amont plein de petites graines qui avaient été semées et j'ai retrouvé un peu cet univers dans lequel j'étais dans mon enfance, où je m'étais un peu enfermée dans ma bulle ésotérique, avec tous mes esprits dans ma chambre, là, qui habitaient ma chambre. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais changer de voie, je vais me reconvertir. Et donc, je cherchais, alors il y avait shiatsu, il y avait massage thaï, il y avait plein de trucs qui étaient déjà bien sur le marché du bien-être. Puis voilà, je me suis dit non, moi je vais faire quelque chose que personne ne fait, qui n'est pas encore très connu. Et ce qui m'a beaucoup plu, alors l'Ayurveda, on en parlait un petit peu dans les massages que j'enseignais. Je ne savais même pas ce que c'était, j'écorchais même le nom. Mais bon, de façon mécanique, j'en parlais sans vraiment habiter ce que c'était. Et du coup, j'ai fait un peu plus de recherches. J'ai acheté mon premier livre sur l'Ayurveda et là, ça m'a passionnée. J'ai découvert qui j'étais dans mon profil ayurvédique. J'ai découvert qui j'étais vraiment, la petite fille feu, colérique que j'étais. Pour moi, tout corrélé, quoi. Et voilà, et de fil en aiguille, je me suis dit, bon, bah, ok, si je choisis la voie de l'Ayurveda, je vais me renseigner, où est-ce que je peux me former, etc. Ça a pris quelques mois, le temps aussi de négocier un licenciement avec la boîte dans laquelle j'étais, ce qui me permettait d'avoir le chômage, de monter mon entreprise, voilà. Donc, j'aurais jamais imaginé que je me mettrais à mon compte, jamais imaginé que ça fait partie des prises de conscience que tout à chacun a, je pense, à un moment donné de sa vie, si on a un peu, je pense, les oreilles, les yeux ouverts, ou que, en tout cas, peut-être notre âme, très discrètement, va venir nous chuchoter des choses à l'oreille ou va manigancer les rencontres dans l'univers pour qu'on rencontre ce jour-là, à cette période-là, la personne qui fait que ça va être le point de départ d'un nouveau cheminement. Donc voilà, de fil en aiguille, je me suis pas formée en France parce qu'il y avait rien qui m'intéressait. Moi, je cherchais vraiment de l'authenticité. Je voulais vraiment m'imprégner de la profondeur de l'Ayurveda et pas juste le superficiel. Donc, je suis partie en Inde. Et comme je suis une voyageuse dans l'âme, ça m'a pas fait peur. Je suis partie le sac sur le dos, toute seule en Inde. Bon, j'avais après une école qui m'attendait. Et voilà, donc immersion totale. Et là, voilà, là, ça a été le point de départ de la renaissance. Et du coup, tu étais où en Inde? J'étais à Kannur exactement. C'est dans l'extrême nord du Kerala. Donc, le Kerala reste le sud de l'Inde. On dit le berceau de l'Ayurveda, bien que l'Ayurveda soit dans toute l'Inde. Mais c'est vrai que le Kerala excelle beaucoup avec certaines formules ayurvédiques, des huiles et puis surtout les fameux panchakarma, qui sont les cures ayurvédiques. Et c'est quoi l'Ayurveda finalement? Tu peux nous dire en 30 secondes ce que c'est? Oui, l'Ayurveda, c'est un principe c'est un système de santé ancestral, traditionnel, qui s'appuie sur la loi de l'univers, en fait, comme toutes ces médecines ancestrales qu'on retrouve partout dans le monde. Dans chaque pays, finalement, on a des médecines traditionnelles qui sont restées, qui ont beaucoup été transmises de bouche à oreille, à transmission orale. Et en fait, ça repose sur le principe que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes un microcosme issu d'un tout, ce qu'on appelle le macrocosme. C'est que nous sommes interreliés à l'univers et la nature dans lesquels on le vit. Et donc, cette reliance à la nature permet de nous ramener à notre équilibre, donc à notre santé. Donc, c'est beaucoup de la prévention, l'hygiène de vie, la routine, la nutrition, le soutien des plantes, beaucoup de psychologie ayurvédique, c'est-à-dire comment utiliser des pensées bienfaisantes, comment justement observer et gérer nos émotions, protéger nos sens. C'est un système de santé qui nous tire beaucoup vers le haut, vers ce qu'on appelle sattvik, c'est-à-dire vraiment une énergie qui élève la conscience et qui nous relie à ce tout qui est notre origine, en fait, qui est de là où on vient. Et à partir du moment où on est aligné entre l'âme, l'esprit et le corps, on est en bonne santé. Et qu'à partir du moment où on commence à bifurquer et à sortir de ce qu'on appelle le dharma, c'est notre chemin de vie, qu'on n'a pas choisi le bon partenaire, le bon boulot, le bon endroit pour vivre. Dès qu'on dit, je me souviens toujours, je ne sais plus qui m'a dit ça, mais je l'ai retenu,
qu'à partir du moment où on se lève le matin et qu'on est de mauvaise humeur, qu'on n'a pas envie de se lever, c'est qu'on est déjà un peu malade, en déséquilibre. Donc, ça veut dire qu'on est désaligné, en fait. Notre chemin de vie ne vibre plus avec ce qui nous a été, qui a été prévu pour nous, ou voilà, notre mission d'âme, en fait. Donc, et quelle était, comme toi, tu étais à l'école en Inde, donc dans le nord de Kerala, et du coup, est-ce que toi, tu te sentais que c'était vraiment ton dharma et que c'était ton chemin? Exactement. C'est vraiment ça. Et ça, c'est venu après se confirmer avec le yoga doula. Ça, c'est vraiment après la petite cerise sur le gâteau. Mais l'Ayurveda a été effectivement ma première rencontre avec ma mission d'âme. Pourquoi est-ce que je suis venue sur Terre? Pour aider aussi humblement que possible les gens à se retrouver, à prendre soin d'eux, à être responsables de leur santé et à être dans une forme de conscience de leurs besoins et donc de prévenir la maladie. C'est-à-dire se connecter à son guérisseur divin. Quel est ce guérisseur divin qui m'aide à être en bonne santé psychologique, émotionnelle et physique. Et toi, tu as appris par rapport à comment tu étais comme petite fille. Tu cherchais la différence ou cherchais un peu seule, un peu. Est-ce que tu as découvert ce qu'il te fallait dans cette pratique-là? Oui, parce que je pense qu'en fait, dans le côté très ésotérique et pas du tout cartésien, c'est là où je me retrouvais. Parce que je cultivais cette différence. En fait, j'avais besoin d'affirmer cette différence pour exister. Parce que je pense que si je n'avais pas cultivé cette différence, je me serais éteinte et enfermée. Et ça m'aurait guidée, je pense, vers un chemin qui n'aurait pas été le mien. J'aurais jamais pu, parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait parce que ça vibrait. Je l'ai fait parfois sur des coups de tête. Souvent, ça a toujours été comme ça. Ça n'a jamais été prémédité, préparé à l'avance. J'ai voulu vivre en Angleterre. Je suis partie du jour au lendemain. J'ai été vivre 1 an, sac sur le dos, à droite, à gauche. Je suis partie, pareil, sur des bateaux de croisière à faire le monde entier, dont l'Australie, qui reste un pays de cœur. Et j'ai toujours fait les choses très spontanément, en fait. Et je pense que j'aurais pas eu cette capacité à m'écouter et à sentir ce qui est bon en moi si j'avais pas cultivé cette différence. Et donc, avec l'Ayurveda, je retrouvais en fait ma famille. Tu sais, il y a l'histoire du vilain petit canard. Tu connais le vilain petit canard où toute sa vie, eh ben, il vit en fait avec des canards qui croient être sa famille, alors qu'en fait, il est un cygne. Donc, en fait, il a juste pas été dans la bonne famille. Mais c'est pas par hasard qu'il soit né dans cette famille-là non plus, parce qu'on choisit notre famille. L'âme choisit là où elle veut s'incarner. Donc, c'est pour ça qu'avec le chemin, je me dis, voilà, j'ai bien choisi ma famille pour certaines choses, mais peut-être que ça m'a permis de encore plus affirmer ma différence, affirmer qui je suis et développer cette capacité, voilà, à savoir, voilà, moi, je veux ci, je veux ça, je suis faite pour ça. Et la vie m'a ensuite guidée vers ça. Et donc, j'ai retrouvé ma famille de cygnes, qui était ma famille. Et donc, c'est entre autres l'Ayurveda. Et donc, eux, c'est pas seulement que toi, tu découvrais que toi, tu étais un cygne, mais ta famille s'est transformée en cygne autour de toi. Les canards la famille de canards dans laquelle je suis née, tu veux dire? Oui. Non, ils sont restés des canards. Ah bon? Non, ma mère reste la même, mes sœurs restent les mêmes. Il y a peut-être ma petite sœur mais bon, mais on dit toujours qu'il y a besoin. Il y a aussi l'histoire du mouton noir aussi. On dit que dans une famille, il faut toujours qu'il y ait le mouton noir qui va venir bousculer les vieux secrets qui n'ont pas été dits, les vieilles rancœurs qui n'ont pas été pardonnées. Et moi, c'est le mouton noir, c'est celui aussi qui vient réconcilier, qui vient arrondir, qui vient. Et je
me le suis pas donné ce rôle-là en fait. Il est venu naturellement. Et le jour où j'ai lu cette histoire, cet article sur le mouton noir, je me suis dit mais oui, c'est moi. C'est moi. Et j'ai un cousin là, je pense à lui quand je parle, et tous les deux, on est les deux moutons noirs de notre grande lignée familiale. C'est beau. Après, on arrive à le faire plus ou moins. Lui, il l'a fait un peu dans la... Voilà, c'était un peu maladroit au début, parce qu'il s'est mis beaucoup de gens sur le dos, enfin contre lui, parce qu'il n'arrivait pas à exprimer cette lumière qu'il y avait en lui. Voilà, moi j'ai un peu plus arrondi, c'était un peu fait différemment. Mais bon, peu importe. L'idée, c'est que voilà, on a tous une mission et voilà. Donc, ouais, Donc toi, tu finis ton école en Inde. Je finis l'école au bout de 2 mois et puis là, c'est le début d'un enchaînement d'autres formations. Je vais rencontrer différents professeurs. Je décide d'aller un peu plus loin parce que ça restait quand même juste 2 mois. Et puis bon, la médecine telle qu'on l'apprend là-bas n'est pas toujours adaptée aux Occidentaux. Donc, j'ai voulu aussi me former en France. Et donc, j'ai fait 3 ans d'école à l'école, l'Institut européen des études védiques, je vais y arriver. Et donc, c'était 3 ans pour être éducatrice de santé. Et donc là, c'est pareil. J'en prenais plein les oreilles, plein les yeux. C'était juste fantastique. Fantastique de cette évidence que tout ce qui se disait. Par exemple, un exemple tout simple, j'ai jamais aimé manger de la viande. J'ai jamais été attirée par la viande, mais j'en mangeais parce qu'on m'en donnait et qu'il faut manger ce qu'on te donne. Et puis qu'on m'embêtait toujours à table, en famille. Alors bon, je le faisais quand même, voilà. Comme quoi, je baissais la tête. Et en fait, j'ai rejoint la famille des signes qui, eux, prônaient le végétarisme. Et en fait, quand je suis rentrée d'Inde, du jour au lendemain, mes décisions se font toujours de façon radicale. J'ai arrêté la viande et le poisson. Et donc, je suis devenue végétarienne. Mais en fait, c'était moi déjà à l'époque, j'étais comme ça. Si on m'avait demandé, j'aurais dit non, je ne mange pas de viande, quoi. Et donc, tu sens comment en ne mangeant pas, en étant de viande et de végétarienne? poisson? Ouais. Oh, très bien. Très bien. Je touche ma tête, je suis très peu malade, je suis en forme, j'ai un bon carburant. Non, je vais très bien. Ça fait 12 ans maintenant. Donc, pour moi, ça fait, enfin, j'ai pas encore, mais je vais bientôt avoir presque plus de vie végétarienne que non végétarienne. Et tu as lancé ta pratique en tant que... Voilà, donc je commençais avec les amis, je commençais avec les voisins des amis, je faisais des petits prix, je me déplaçais à domicile. Puis un jour, j'ai voulu louer un espace dans un centre de yoga, donc j'avais des clientes à l'heure, après j'avais des demi-journées, puis petit à petit ça a commencé à se stabiliser, j'ai eu 10 personnes par semaine, puis 12, puis 13, et puis voilà, et je crois que quand de toute façon c'est le bon moment et qu'on est prêt à diffuser le message, à diffuser la bonne parole et que les gens sont là pour recevoir, ça se met en place. Puis voilà, puis de fil en aiguille, j'ai rencontré mon mari qui lui aussi est thérapeute en Ayurveda. Et puis on a décidé de prendre un lieu à tous les deux. Donc voilà, on s'est émancipés. Et donc du coup, on a ce lieu où on reçoit notre clientèle. Donc je me suis, avec le temps, donc, comme je disais, donc spécialisée en santé de la femme et tout particulièrement spécialisée autour de la maternité. Et donc c'est là où la vie m'a offert ce cadeau de retrouver le milieu que j'avais laissé de côté, je dirais, 12-13 ans avant, quoi, à la sortie du bac où j'avais bifurqué de chemin, quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé déjà en Inde. Hein, quand j'avais fait mon premier voyage, je m'étais formée au massage pour la femme enceinte, le postnatal et le bébé. Mais bon, voilà, sans grande conviction, parce que j'apprenais déjà beaucoup de choses et je me suis dit, c'est encore un truc à apprendre. En plus, je voulais pas trop intégrer d'informations d'un seul coup.
Et puis finalement, ça s'est mis en place. J'ai commencé à avoir une femme enceinte, une deuxième, une troisième. Et puis là, j'ai renoué avec le milieu de l'enfantement. C'est cette passion qui est revenue enflammer mon corps, mon cœur. Et voilà. Et puis après, donc, je me suis spécialisée. Là aussi, c'était une belle rencontre inattendue parce que je n'avais pas du tout prévu que je deviendrais doula. Je connaissais les doulas parce que j'enseignais en fait la maternité ayurvédique. Donc, le massage femme enceinte, ça aussi, pareil. J'ai toujours adoré former et j'avais là, pour le coup, juste décidé de reprendre mon activité de massage, de soins, de conseils. Enfin, c'est la formation que j'avais fait. Mais de là à transmettre, j'avais pas encore prévu. Puis un jour, j'ai eu l'appel d'une femme. Est-ce que vous formez au massage femme enceinte? Non, pas encore. Mais bon, allons-y. Et donc, ça a été le début d'une longue série de formations que j'ai données par la suite. Et donc, je formais notamment des doulas. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir le milieu des doulas. Et je trouvais ça chouette. Je disais, ah, c'est génial, elles font ça, si. Ça me permettait aussi d'élargir mon réseau. Toi-même, tu n'étais pas doula, mais tu formais les doulas. Je pense que... alors oui, mais au massage ayurvédique. D'accord, ok. Je les formais sur un autre... sur ce que moi, je connaissais, quoi. Mon domaine de l'ayurveda, le massage... Voilà, donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais depuis 10 ans entre les mains, prendre soin de l'autre. Voilà, avec l'esthétique, déjà, j'étais dans ce milieu-là, donc c'était une suite logique. Et donc, voilà, et puis un jour, j'étais au salon de yoga, salon festival de yoga. Et puis, voilà, j'y allais par curiosité, voir un petit peu ce qui se passait. Je crois la première ou deuxième édition, c'était il y a 5-6 ans, si je ne me trompe pas. C'était tout nouveau en tout cas. Et là, je rencontre sur un stand une femme grande, élancée, avec un turban sur la tête, d'une sérénité, d'une lumière. Et je vois derrière elle un grand bandeau là, qui met Yoga Doula. Et là, je fais yoga. Donc, c'est déjà un univers que j'avais découvert en commençant l'Ayurveda, parce que les deux vont de pair. On utilise beaucoup le yoga dans l'Ayurveda. On pourrait se rejoindre. Parce que dans les doulas, ils ne sont pas très ésotériques, tout ça. Je m'étais jamais dit que je les rejoindrais parce que justement, on m'avait un petit peu fait comprendre que mon côté ésotérique Ayurveda ne passait pas avec elle. Donc bon, voilà, c'est peut-être aussi pour ça que j'avais mis ça de côté. Et là, j'avais vu Yoga Doula. J'ai fait, attends, s'il y a un univers qui permet de les rejoindre, moi je prends, hein. Mais c'est un truc qui est fait pour toi. Et donc, c'est ça. Et donc, je discute avec cette femme qui était donc l'enseignante principale, Guru Jagat Kaur, son nom spirituel, qui me dit, voilà, avoir donné naissance à elle 4 enfants, 4 naissances magnifiques. Enfin, elle me parlait de ses naissances, de ses accouchements, de ses enfants, comme d'un paradis doré, quoi, où ça rejoignait cette passion que j'avais de l'enfantement, de la naissance. Donc, ça venait vraiment rejoindre la vision que j'avais de l'accouchement, quoi, de cette beauté qu'il y avait dans l'accouchement. Et voilà, et puis pareil, sur un coup de tête, j'ai pas réfléchi bien longtemps, j'ai rejoint son école, et donc s'en est suivi une année de formation. Et puis après, tu intègres une communauté des yoga doulas, et j'ai commencé un petit peu à accompagner des couples, à guider, à observer, à apprendre d'eux aussi, hein, parce que mes maîtres principaux, c'est aussi, je dirais, beaucoup les femmes enceintes que j'ai pu suivre, que ce soit au cabinet avec les massages, où là, il y a toujours une partie doula qui s'exprime parce qu'il y a un temps d'échange que je leur offre qui, pour moi, est important. Et en même temps, cette joie et cette gratitude à pouvoir accompagner, soutenir, mais finalement, c'est plutôt rappeler aux femmes et aux couples toute la puissance qu'il y a en eux, dans leur potentiel à porter l'enfant en conscience, à le mettre au monde en conscience avec toute leur force. Et c'est un cheminement, c'est un processus qui rejoint beaucoup tout le travail personnel
que chacun peut faire. Ça vient bouleverser, ça vient challenger, ça vient... Et donc, c'est en perpétuel renouvellement. Et comment ça se passe? Il y a une femme qui te contacte en disant, moi, je viens de tomber enceinte, ou est-ce qu'elle te contacte quand elle est près de la naissance, ou et ça dépend. Ça dépend. Marche? Ça dépend si la femme, le couple, connaît déjà les doulas. Si elle connaît déjà les doulas, très tôt, elle peut ressentir le besoin de se faire accompagner par une doula, parfois même en préconception. Ça peut être aussi dès que le désir d'enfant se manifeste. Ce que je fais aussi avec l'Ayurveda, la préconception. Donc, ça peut être aussi un accompagnement de doula en plus de l'Ayurveda. Mais ça, je les sépare bien. Je fais 2 choses séparées parce que les rencontres thérapeutiques Ayurveda, c'est au cabinet. Les rencontres de doula, c'est vraiment au domicile des parents. C'est vraiment dans leur intimité, dans leur cocon. C'est moi qui vais à la rencontre. Et il y a des femmes qui vont entendre parler des doulas sur le tard. Ça m'est déjà arrivé d'être contactée 4 jours avant le terme, mais parce que son projet de naissance venait d'être mis à l'épreuve parce qu'elle était limite au niveau du diabète gestationnel et elle devait accoucher dans une maison de naissance. Et donc, du coup, elle allait être transférée. Et là, elle sentait qu'elle avait vraiment besoin d'un soutien pour ne pas revivre un premier accouchement traumatique qu'elle avait eu auparavant. Et donc, je les ai rencontrés un samedi. Je crois que c'était le mardi. Voilà, je t'ai appelée en pleine nuit pour... Donc, je ne la connaissais pas, mais il y avait eu quelque chose de très fort et très fluide dès la première rencontre. Puis, il y a des rencontres où ça ne va pas porter ses fruits. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas sentir soit le besoin ou le feeling aussi. Et puis, des fois, ça peut être que pendant la grossesse. Et donc là, c'est des rencontres. Moi, j'utilise beaucoup les outils du yoga pour travailler l'ancrage, la méditation, parce que je trouve que c'est finalement une des plus belles préparations à l'accouchement. C'est de s'écouter soi-même, de se relier à son âme, de se relier à cette voix intérieure, à tout ce qui est en nous et pas forcément à l'extérieur de nous ou dans notre mental, parce qu'on bascule à un moment de l'accouchement où justement on va aller à la rencontre. C'est ce qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer tous les jours, quoi, parce qu'on est dans une société civilisée où il n'y a pas beaucoup de place pour l'instinct, l'intuition, les ressentis. Donc, le yoga les aide beaucoup à se reconnecter à eux-mêmes par le souffle, les postures, la méditation. Ça peut être juste parler. S'il y a des questions, ça peut les aider à soulever aussi des obstacles, des limitations ou des peurs qu'ils n'auraient jamais imaginées. Et puis, en fait, au fur et à mesure de la conversation, on arrive à des peurs qui peuvent être liées à leur enfance. On parlait de l'enfance, donc là, je retrouve aussi tout ça. C'est aussi parler de problèmes du couple, peut-être, manque de communication, aider le père à trouver sa place. Ça peut être plus largement au sein d'une famille. Ça peut être, peut-être apaiser des accouchements traumatiques précédents. L'idée, c'est vraiment de ramener la femme dans son plein potentiel. Qu'elle puisse, par le biais d'une doula, retrouver sa force à elle. Parce qu'à partir du moment où elle a ça entre les mains, elle est capable de tous les possibles. Et dans ces cas-là, elle va suivre son cheminement, ce qui lui est prévu, en fait, son destin. Comment l'accouchement va se passer, tout ça, c'est déjà écrit. Et donc, c'est aux femmes, aux couples, consciemment ou parfois inconsciemment, de façon très subtile, d'aller rencontrer ce qui est prévu sur leur chemin, celui du bébé aussi, la façon dont il va naître. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'être en phase avec tout ce qui peut être le plus naturel possible. Donc, on la réassure, on l'accompagne sur son chemin, sur leur chemin qui leur appartiennent. Donc, la doula ce que j'entends, c'est que ton rôle, finalement, c'est à la fois de beaucoup parler, d'écouter, et aussi beaucoup d'écoute. Et il y a la partie massage, il y a la partie un peu physique, et répondre aux questions et rassurer. Et c'est ça. Est-ce que tu es présent à la naissance?
Alors, ça dépend, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir en plus, encore plus avec le Covid, même les pères sont sur la sellette. Mais normalement, c'est l'homme et la femme qui sont les seuls autorisés dans la salle d'accouchement. Mhm. On œuvre, on a une association qui s'appelle le Réseau Naissance, dans laquelle je suis depuis 5 ans. Et on œuvre à faire reconnaître le métier de doula, mais tous les métiers périnataux. On n'est pas qu'une association de doula. Mais on œuvre à effectivement rassurer, parce que les doulas sont encore trop peu considérés dans le milieu médical. On a peur qu'on prenne la place de la sage-femme, parce que les sages-femmes aujourd'hui sont trop peu par rapport au nombre de patientes et qu'elles ont trop peu de temps et de disponibilité accordée, alors qu'elles aimeraient elles-mêmes pratiquer, avoir ce rôle d'écoute et d'empathie et de disponibilité, mais la réalité est autre. Et donc, du coup, il y a une espèce de méfiance, un petit peu de jalousie, de la doula, elle n'a pas sa place auprès des parents. La doula, elle n'a pas sa place dans la préparation à l'accouchement, alors que finalement, le plus important n'est-il pas de considérer les besoins des parents? Mais non, chacun va balayer devant sa porte et chacun va regarder que ses propres besoins à lui. Mais je pense que lors d'un accouchement, s'il y a bien des besoins auxquels il faut répondre, c'est avant tout ceux de la femme. Et si on questionne la femme a besoin d'une gardienne pendant l'accouchement. Et la sage-femme en milieu hospitalier ne peut pas toujours être la gardienne pendant chaque minute de l'accouchement. La doula, oui. Donc, il y a certaines maternités, si on dit qu'on n'est pas vraiment doula, ça peut passer. Il y en a certaines qui acceptent les doulas ouvertement. Donc, ça permet déjà de pas mettre de masque, quoi. Et puis, sinon, on peut aussi travailler en binôme avec des sages-femmes qui font des accouchements à domicile ou en plateau technique. Donc là, c'est une salle de naissance réservée à une sage-femme qui vient pour y amener ses patientes qu'elle a vues en libéral. Voilà. Dans une maternité. Donc ça peut être aussi un accord avec les sages-femmes libérales. Mais il y a encore du chemin en France, parce que quand on regarde dans les pays anglo-saxons, il y a souvent des femmes, des sages-femmes, qui parlent à leurs patientes, dès le départ, d'être accompagnées par une doula. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas commencer l'accompagnement avec elles s'il n'y a pas de doula. C'est vraiment... Au Canada, ils sont très, très, très... c'est vraiment le contraire de ce qui se passe en France. Ouais, voilà. Mais parce que je pense que les sages-femmes ont du mal aussi elles sont sous la pression des médecins et elles ont du mal à vraiment pleinement s'épanouir. Je ne veux pas parler pour toutes, parce que chacune a sa façon de voir son métier et de s'enrichir, mais c'est vrai que ce que j'entends, en tout cas moi, c'est beaucoup la pression des médecins et qu'elles ne peuvent pas toujours, en tout cas en milieu hospitalier, exercer leur métier de façon vraiment épanouie et comme elles l'auraient voulu quand elles ont intégré l'école de sage-femme. Et les sages-femmes libérales, elles, pareil, elles sont sous l'ordre des sages-femmes, l'ordre des nains, où il y a des règles, donc il y a beaucoup de pression qui fait que la sage-femme, elle veut sauver son poste, quoi. Elle veut sauver sa place. Donc, si elle voit arriver une doula, elles n'ont pas encore compris qu'en fait, on pouvait faire équipe, qu'on pouvait être ensemble et pas l'une contre l'autre. C'est pas l'une qui va prendre la place de l'autre. On est au service de la femme qui accouche. Et ça change la donne. Et j'ai dit ça une fois à une sage-femme. Les doulas viennent initialement de l'Inde? Pas du tout. Non. Le mot doula, à la base, c'est un mot grec qui veut dire au service de. Donc, c'est juste une place qu'à la limite, on retrouvait dans des siècles en arrière, dans les familles, où on allait embaucher une jeune fille pour être au chevet de la jeune femme pendant l'accouchement ou après. C'est la gardienne de la naissance, en fait. D'accord. Comme peut être une sage-femme aussi. Donc, si la femme peut être entourée de sa communauté de femmes pour
Tu sais, c'est comme j'avais écouté ou regardé, je sais plus. J'ai mes oreilles tellement ouvertes à plein de choses très intéressantes au milieu de la maternité que je ne sais plus où j'entends les choses. Mais j'avais entendu cette métaphore qui est faite avec les éléphants. Quand une femelle éléphant met bas, il y a toute une communauté d'éléphants qui l'entourent pour la protéger et lui laisser son intimité. Et qu'elle puisse vivre et transcender la mise au monde comme il est prévu et qu'elle aille vraiment dans ses profondeurs et à la rencontre donc de cette nouvelle femme qui va naître, cette nouvelle mère, puisque c'est une naissance du bébé, mais c'est une naissance de la mère surtout. Et moi, quand je pense à l'intimité d'une naissance, je pense un peu à cette communauté d'éléphantes qui peut être la sage-femme, qui peut être la doula, le mari, et on crée comme ça une et le médecin peut-être. Et le médecin s'il y a besoin. Oui. Parce que s'il n'y a pas besoin d'intervenir, le médecin n'a pas besoin d'être là. Si l'accouchement est physiologique et que tout se passe bien, après, s'il veut venir se joindre à la ronde, il peut venir avec sa petite bougie, il peut venir il ou se elle, joindre dans la ronde. Justement. C'est il ou elle, effectivement. Donc, tout à fait, tout le monde est le bienvenu tant que la bulle d'intimité de la femme est respectée. Et qu'on est témoin et non pas actif. Et toi, quand tu es présente à un accouchement, oui. Est-ce que maintenant c'est un peu bon, ok, mais c'est un accouchement? Est-ce qu'il y a toujours pour chaque accouchement? Alors, moi, ce que je vais te dire déjà, c'est que j'en ai pas fait énormément. Perso a fait que j'ai mis pas mal de choses en priorité et qui ont un petit peu mis en détriment mon activité de doula, bien que je continue à vraiment être très présente en tant que doula à mon cabinet par rapport au massage. Il y a toujours, comme je disais, cette partie doula qui existe. Mais dans les accompagnements, au prorata de mes 5 années, parce que je suis une petite doula finalement, 5 ans, ça reste... mais après, comme c'est pas mon activité principale, c'est vrai que j'ai pas fait énormément non plus de promotion. Il y avait un petit truc en moi aussi qui avait besoin de s'ouvrir pour être beaucoup plus disponible. Donc, j'ai dû faire 4 ou 5 accouchements, tu vois. C'est vraiment peu au prorata de ce que peuvent vivre des doulas que je connais pour qui c'est vraiment l'activité principale. Moi, mon activité principale, elle est quand même au cabinet beaucoup. Donc, quand j'ai de la demande, quand ça se présente, et en général, c'est qu'on vient vers moi. Comme je disais, j'ai pas fait de com, il faut que je refonde mon site internet. J'aimerais créer la synergie entre Ayurveda et Doula, et j'ai pensé au mot Ayur-Doula, que j'avais entendu, j'avais lu sur un site américain, une femme qui, faisait était dans ces 2 univers. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour. C'est refondre mon site, pour mon identité, pour vraiment inclure encore plus la partie doula. Mais pour répondre à ta question, par rapport à mon humble expérience, parce que je voulais aussi remettre un peu le contexte, c'est que je n'ai pas fait une 50aine, voire 100aine d'accouchements, c'est que je suis là en tant qu'observatrice et que en fait ma place en tant que doula pendant l'accouchement, elle dépend beaucoup du lien que j'ai créé avec la femme enceinte. Elle m'a demandé d'être là, le couple m'a demandé d'être là, donc je suis en fait le pilier qui va rassurer et qui va permettre à la femme de descendre dans les profondeurs de la transe qu'elle va traverser pendant l'accouchement. C'est en fait être doula, c'est ne pas faire, mais être. On est vraiment dans ce qui est pas toujours évident pour moi parce que j'ai un rôle de thérapeute et en tant que thérapeute, je fais beaucoup. Je donne beaucoup de conseils et on me sollicite aussi beaucoup. On vient vers moi pour ça. On attend beaucoup de moi. Donc, des fois, j'essaye de ramener les gens vers leur propre intuition aussi. Mais c'est vrai que le rôle de thérapeute est beaucoup plus dans le faire. Et en tant que doula, tu es. Tu fais pas beaucoup, en fait. C'est ta présence qui fait toute la différence. Donc, c'est parfois, sur les 5 accouchements que j'ai faits, il y en a eu des très beaux, des très rapides, des plus longs. Il y en a où le projet de naissance n'a pas pu aboutir. Voilà, une femme qui avait décidé pour son 3e accouchement, après 2 césariennes, de sauver
cet accouchement et d'en faire une voix basse. Et malheureusement, le contexte de l'hôpital, le personnel n'a pas du tout été rassurant. Et moi, en tant que doula, j'ai fait au mieux de ce que j'ai pu, mais le corps médical était trop, venait trop lui raviver ses blessures et ses peurs et ses craintes. Et donc, ça a un petit peu freiné, donc, il faut Et donc, aussi... qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elle a eu une césarienne. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu avoir un travail qui a commencé. Elle n'était pas du tout dans son élément. Elle a toutes ses peurs qui sont remontées. Elle n'a pas du tout été soutenue, écoutée, reconnue dans ce qu'elle traversait par le corps médical. Et donc être doula, c'est aussi accepter humblement que je n'ai pas le privilège de changer le destin d'un autre être humain. J'ai pas ce privilège-là. Et là, je reprends une phrase de Wapio, qui est une sage-femme profane américaine, qui nous enseigne ça. C'est aussi rester humble. Ce que la femme doit vivre, elle doit le vivre. On n'est pas là pour faire bifurquer son plan de vie, quoi, qui a été décidé pour elle aussi. Donc voilà, il a fallu qu'elle revive une 3e césarienne, mais je pense une 3e césarienne qui a été beaucoup mieux acceptée. On a essayé d'y mettre un petit peu de magie, de poésie dans cette césarienne, et c'était très beau, Donc, je pense que même s'il y a le deuil de la voix basse qu'elle aurait voulu vivre un jour, il y a quand même une 3e césarienne qui a peut-être mis un peu de baume. Je ne peux pas parler pour elle, mais qui a peut-être mis un peu de baume sur les 2 premières qui ont été traumatisantes. Donc, l'idée dans tout ce que j'ai de ce travail que je fais avec les femmes, c'est un petit peu un chemin de guérison que j'entreprends moi aussi sur la naissance que j'ai eue et sur l'enfance que j'ai eue, parce que je suis aussi très sensible sur le après. J'ai beaucoup de femmes au cabinet qui viennent, qui ont des enfants en bas âge, avec qui c'est pas toujours évident. Et si je devais faire encore une autre formation et me renouveler dans autre chose, tout en gardant déjà 2 activités qui me prennent beaucoup d'énergie et beaucoup d'ambition, c'est coach parental en fait. Il y a Catherine Guéguen, Isabelle Filiosa, qui sont des référentes pour moi, qui sont vraiment dans la bienveillance, l'écoute, l'accueil des émotions. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. Et je pars du principe déjà, avec ce que la place que j'ai aujourd'hui, que je peux humblement participer à ce que chaque être humain ait déjà eu une conception in utero pendant 9 mois en conscience, avec de belles vibrations de la maman que j'accompagne, et une naissance en douceur, où ils sont accueillis en douceur, et que ça puisse laisser donc un chemin paisible jusqu'à la vie adulte, en fait, qu'ils puissent se construire avec ces belles... Et je me dis que si ça peut participer à un futur meilleur, plus conscient, où chaque être humain peut communiquer avec le cœur ouvert, avec des belles valeurs, je pense que déjà je pourrais quitter cette terre contente et heureuse. Mais moi, j'adore. Moi, ce que j'adore dans ton histoire, c'est comment tu l'as amené. En fait, il y a tout ce qui est dans ton métier qui était là au début, et que quelque part, en soignant les autres, tu te soignes toi-même, et que tu as vraiment trouvé ta place. Totalement. Et l'autre chose que j'adore, c'est que et ce que j'entends beaucoup dans ces entretiens, c'est à quel point tu as suivi ton instinct. Donc, quand c'était de bons moments, tu n'avais même pas besoin de réfléchir, c'était ça, et tu partais. C'était ça. Et je crois que plus on est connecté, et plus ça fonctionne en fait comme ça. Parce que ma famille me donne cette étiquette de femme courageuse, de femme qui persévère, qui va de l'avant, qui a du courage, tout ça. Mais en fait, je crois que ça, c'est bien sûr peut-être le fait d'avoir du feu, d'être un tempérament feu, ça aide. Mais je pense qu'en fait, c'est juste une capacité à savoir, à ressentir à l'intérieur. Parce que finalement, comme j'étais très peu en contact avec ma famille, j'avais très peu de points d'accroche, je me réfugiais vraiment dans
dans mon journal intime, dans l'écriture, dans l'ésotérisme. Donc, quelque part, j'ai cultivé ça. Et le courage, en fait, c'est pas une vertu qu'on devrait tous regarder de l'extérieur en disant oh, quel courage elle a cette personne. Non, c'est juste savoir s'écouter. Et à partir du moment où on s'écoute, on peut prendre un risque, mais on sait que derrière, ça va aller. J'aime bien terminer ces entretiens en demandant si tu avais un message pour les gens qui écoutent, ce serait quoi? Alors, je suis amenée à rencontrer des femmes plus que des hommes tous les jours. L'homme que je vois le plus à la maison, dans mon quotidien, c'est mon mari. Mais j'ai pas beaucoup d'expérience avec les hommes, la façon dont ils... Voilà. Donc, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à m'adresser aux femmes, mais je pense que ça peut être aussi valable pour les hommes, c'est de ne pas oublier d'écouter et de se connecter à notre quotidien, à notre part un peu sauvage, justement, c'est l'inverse de ce que je voulais dire, parce que j'avais le mot un peu folle dans ma tête. Et ce mot folle, sauvage, instinctive, pour moi, c'est primordial. De se connecter toujours à cette part primitive, en fait. Et de sortir un petit peu du côté trop civilisé, de qu'est-ce qu'il va dire de moi, est-ce que j'ai le droit de faire ci, est-ce que j'ai le droit de faire ça, et de vraiment parfois juste lâcher, sortir de sa carapace et vraiment aller à la rencontre de sa femme sauvage. Donc je pense que ça peut être l'équivalent pour un homme. Moi, j'adore ce message-là. Encore voilà. Merci beaucoup pour tout ce partage, ton parcours et pour tout ce que tu fais pour les femmes. Moi, je te vois que tu es absolument radieuse. Donc, apparemment, tu as vraiment trouvé là où tu devrais être. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, Cécilia, pour ta confiance, pour ton écoute. J'espère que cet épisode de Brave New Women vous a bien plu. Si vous êtes une femme, parfois vous manquez un peu de confiance en vous, ou vous souhaitez avoir plus d'impact, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur la page Facebook de Brave New Women ou sur mon site web. Merci pour votre écoute.